parler de... Donc, effectivement, je fais ma thèse au laboratoire de psychologie et de neurocognition qui s'intéresse globalement aux interactions entre mémoire de travail et mémoire à long terme. Et aujourd'hui, je vais plus spécifiquement vous parler d'une étude qui concerne comment les connaissances sémantiques peuvent aider... Ok. Comment les connaissances sémantiques peuvent aider au maintien des informations en mémoire de travail. Ah, mais pardon, c'est parce que... Ok, ok, pardon, c'est tout bon. Ok, donc oui, comment les connaissances sémantiques peuvent influer sur l'évolution des capacités en mémoire de travail lors du vieillissement cognitif dit normal, donc sans pathologie. Donc directement, le centre de mon objet d'étude, c'est la mémoire de travail, qu'on va pouvoir définir comme une fonction cognitive qui permet à la fois de maintenir temporairement des informations et de les traiter pour les utiliser dans des tâches cognitives en cours. Donc ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est qu'il y a deux aspects en mémoire de travail, le maintien et le traitement. Et donc, sauf qu'on sait qu'en mémoire de travail, on a des capacités limitées, on ne peut pas tout retenir. Néanmoins, on peut mettre en place des stratégies pour favoriser le maintien des informations. Et on va distinguer deux grands types de stratégies, les stratégies qu'on va appeler plutôt phonologiques et les stratégies plutôt sémantiques. Donc, comme leur nom l'indique, les stratégies phonologiques, elles vont s'intéresser aux représentations phonologique, c'est tout simplement le fait de répéter en boucle les informations. Si je dois retenir un numéro de téléphone et que je le répète en boucle, ça va être une stratégie plutôt phonologique. Et donc l'importance de ces stratégies en mémoire de travail, elles ont été mises en évidence, par exemple, grâce à des effets de similarité phonologique, où je vais pouvoir retenir plus de mots qui ne se ressemblent pas phonologiquement par rapport à des mots qui ont un peu les mêmes sonorités. Là, ça va être plus difficile. Et ça a été mis également en évidence grâce à des effets de longueur de mots, où je vais pouvoir retenir plus de mots courts en mémoire de travail que des mots longs, tout simplement parce qu'ils sont plus rapides à répéter. Et donc tout ça fait référence à la boucle phonologique du modèle de mémoire du travail qui vous rappelle peut-être des vieux souvenirs, le modèle de Baddeley. Donc ça, c'est lié à la boucle phonologique. Et d'un autre côté, on a les stratégies plutôt sémantiques qui font référence au sens des informations. Et donc l'importance des représentations sémantiques, ça a été mis en évidence, notamment grâce à des effets de similarité sémantique, où par exemple, on va retenir plus de mots... Ok. Bon, pardon. On va retenir plus de mots qui sont similaires sémantiquement, donc par exemple qui appartiennent au même champ lexical. L'exemple n'est pas affiché, mais par exemple, on va réussir à retenir plus de mots si je vous donne arbre, écorce, feuille, plutôt que des mots pris un peu au hasard. Et ça a été mis aussi en évidence grâce aux effets de concrétude, où on retient plus de mots concrets que abstraits, tout simplement parce que les mots concrets sont associés à un plus large réseau sémantique. Donc toutes ces expériences, elles mettent en évidence que le maintien des informations en mémoire de travail, il peut être facilité grâce à l'utilisation des représentations sémantiques. Et nous, justement, on va s'intéresser à mieux comprendre les modalités selon lesquelles les connaissances sémantiques peuvent effectivement aider les personnes âgées à maintenir les informations en mémoire de travail. Et en fait, cette question, elle part d'un constat du fait que d'un côté, la mémoire de travail, elle décline avec l'âge. Donc sur ce graphique, c'est les courbes qu'on va voir plutôt en gris, qui sont cachées un peu derrière. Donc au fil de la vie, les capacités en mémoire de travail, elles ont plutôt tendance à décliner. Alors qu'à l'inverse, comme le disait Fabien juste avant, les connaissances sémantiques, ce qui est lié à la mémoire sémantique, ça c'est beaucoup mieux préservé avec l'âge. Donc face à ce constat, il y a des études qui montrent que les personnes âgées, elles bénéficieraient plus que les jeunes adultes de pouvoir utiliser leurs connaissances sémantiques. Donc du coup, les différences liées à l'âge en mémoire de travail, elles seraient réduites dans les situations où les connaissances sémantiques sont facilement accessibles. Mais à l'inverse, on a un autre corpus d'études qui montre des résultats totalement opposés, qui disent non, en fait, les stratégies sémantiques, c'est des stratégies qui sont coûteuses à mobiliser. Par exemple, ça va être plus difficile de faire de l'imagerie mentale plutôt que de répéter en boucle les informations. Et donc, vu que c'est coûteux, les personnes âgées, elles auraient moins tendance à les utiliser spontanément, ces stratégies sémantiques, et quand elles le font, elles le feraient de manière moins efficace. Et donc, en fait, à l'inverse, les situations où la sémantique doit être utilisée, les personnes âgées, elles auraient plus de difficultés, et donc ça augmenterait les différences liées à l'âge. Donc là, on est face à deux
corpus d'études qui montrent des résultats totalement opposés. Et nous, face à ces résultats contradictoires, on va proposer une hypothèse qui pourrait permettre de un peu réunir tout ça. En fait, l'idée, ce serait de dire que les situations qui montrent une réduction des différences liées à l'âge, ce seraient des situations dans lesquelles les représentations sémantiques elles peuvent être utilisées de manière peu coûteuse, qu'elles sont directement incitées. Par exemple, si je vous demande de retenir ces lettres, F, B, I, P, D, F, ça va être très automatique pour vous de faire des chunks, donc de les regrouper en FBI, PDF. Donc là, vous utilisez ce que vous connaissez déjà, et du coup, vous n'avez plus que 2 éléments à retenir. Et donc ça, c'est des situations où utiliser ce qu'on connaît, c'est très très rapide, très facile, et on pense que c'est typiquement le genre de situation où les personnes âgées, elles en bénéficieraient particulièrement. À l'inverse, les situations qui montrent une augmentation des différences liées à l'âge, ce seraient des situations dans lesquelles les représentations sémantiques elles doivent être mobilisées de manière volontaire, de manière plus coûteuse, ce qui est par exemple le cas dans les études où on donne l'instruction « faites de l'imagerie mentale » au lieu de répéter les informations. Là, il y a vraiment un processus volontaire qui doit se mettre en place, et donc on pense que les personnes âgées elles y arriveraient moins bien. Donc voilà, l'objectif de l'étude que je vais vous présenter, c'est de vérifier cette hypothèse, supposant que oui, la sémantique, elle peut réduire le déclin en mémoire de travail lié à l'âge, mais uniquement si elle peut être mobilisée de manière peu coûteuse cognitivement. Donc pour vérifier ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis, désolé pour l'affichage, on a mis en place une tâche qu'on va appeler une tâche d'empan complexe. Donc là, c'est une représentation d'un essai pendant lequel le participant il devait mémoriser 3 paires de mots, donc il les voyait séquentiellement. Et à la fin, il y avait une tâche de rappel. Donc le participant, il voyait une roue avec 12 mots. Parmi ces 12 mots, il y a les 6 mots qu'il a vus juste avant et 6 nouveaux mots, des leurs. Et sa tâche, c'était avec sa souris, relier les paires donc pour reconnaître les mots qu'il avait vus. Donc on va mesurer à la fois la capacité du participant à correctement reconnaître l'identité des items qu'il a vus et sa capacité à bien former les paires, donc à bien reconnaître les liens entre les mots. Et donc la première chose qu'on manipulait dans cette tâche, c'était la concrétude. Dans la moitié des essais, les participants ils voyaient des mots concrets, et dans l'autre moitié des essais, ils voyaient des mots abstraits, avec l'idée qu'il y aurait des meilleures performances pour les mots concrets que abstraits, tout simplement parce que les représentations sémantiques sont plus accessibles pour les mots concrets que abstraits. Mais on est en mémoire de travail, donc on va torturer un peu plus nos participants que juste apprendre 3 paires de mots, ce serait trop simple. Donc, entre chaque paire de mots, le participant, il voyait aussi des verbes. Donc, entre chaque paire de mots, il voyait 3 verbes, un par un, et il devait effectuer une tâche de jugement sur ces verbes. Ce qui est en bleu, c'est ce qu'on va appeler la tâche distractrice. Et on manipulait justement la nature de cette tâche distractrice. Soit le participant, il devait émettre un jugement phonologique, donc répondre à la question, est-ce que ce verbe contient le son « que », peu importe comment il est écrit, mais est-ce qu'il y a ce son ? Et dans l'autre moitié des essais, le participant il faisait une tâche distractrice sémantique, donc il voyait toujours des verbes, mais cette fois, il devait répondre à la question « est-ce que ce verbe implique un mouvement du corps ?» Et donc l'idée derrière cette manipulation, c'est que on sait qu'on a des représentations sémantiques et phonologiques pour retenir les mots. Mais dans la tâche distractrice phonologique, le participant il va être obligé d'utiliser la phonologie pour faire la tâche distractrice. Pour répondre est-ce que le verbe contient le son « que », il faut mobiliser les représentations phonologiques. Donc on pense que ça va gêner l'utilisation de la phonologie pour retenir les mots. Et donc les participants ils seront obligés de switcher vers de la sémantique. Ils n'auront plus que la sémantique pour retenir les mots. À l'inverse, dans la tâche distractrice sémantique, on pense que pour répondre à la question « est-ce que ce verbe implique un mouvement du corps ?» il faut mobiliser les représentations sémantiques pour les verbes, pour la tâche distractrice. Donc les participants ils vont être obligés de switcher vers la phonologie pour retenir les mots. Okay ? Ça, c'est la partie qui demande le plus de gymnastique mentale. Donc du coup, on s'attend à des meilleures performances dans la tâche distractrice phonologique parce qu'on pense que les participants ils vont utiliser la sémantique pour retenir les mots. Et inversement, des moins bonnes performances dans les conditions avec la tâche distractrice sémantique parce qu'on pense que les participants ils vont utiliser la phonologie pour retenir les mots. OK. Et bien sûr, on croise les conditions, c'est-à-dire que mots concrets et mots abstraits, c'est croisé avec les deux types de tâches. Et à la fin de chaque essai, les participants ils devaient aussi rapporter explicitement le type de stratégie qu'ils avaient utilisé, qu'on va ensuite classer en stratégie plutôt de type phonologique ou plutôt de type sémantique.
Donc, si on fait un peu un récap, ce qu'on manipule, c'est la concrétude des mots, le type de tâche distractrice, et on a rencontré des jeunes adultes et des personnes âgées. Et ce qu'on mesure ici, c'est la reconnaissance immédiate des items, des pairs et le type de stratégie reportée. Pour ce qui est de nos hypothèses, donc on a d'abord 3 hypothèses d'effets principaux très classiques, avec des meilleures performances pour les jeunes adultes que pour les personnes âgées. Une hypothèse qu'on aura des meilleures performances pour les mots concrets qu'abstraits, ça c'est un effet de concrétude très classique. Et donc, comme je vous le disais juste avant, des meilleures performances dans les essais avec la tâche distractrice phonologique par rapport à la tâche distractrice sémantique. Mais ce qui va nous intéresser plus, c'est les effets d'interaction. J'ai besoin de toute votre attention. Donc, pour les effets d'interaction, d'abord, entre l'interaction entre la concrétude et le type de tâche. On s'attend à un effet de concrétude plus important dans les conditions avec la tâche phonologique qu'avec la tâche sémantique. Là, vous dites, OK, pourquoi si tu le dis? Je vous explique pourquoi. Ici, voilà. Dans la tâche phonologique, donc on s'attend à ce que les participants ils utilisent les représentations sémantiques pour retenir les mots. Et la sémantique, elle est plus accessible pour les mots concrets que abstraits. Donc, grande différence entre les mots concrets et abstraits. À l'inverse, dans la tâche distractrice sémantique, on s'attend à ce que les participants ils utilisent les représentations phonologiques pour retenir les mots. Et le fait de répéter les informations, c'est tout aussi facile pour les mots concrets que abstraits. Donc, faible différence entre les mots concrets et abstraits. OK. Ensuite, pour l'effet d'interaction entre le groupe, donc jeunes adultes, personnes âgées, et la concrétude, on émet l'hypothèse que la manipulation de la concrétude, c'est un moyen vraiment très direct de rendre plus disponibles les représentations sémantiques. Donc, on pense que les personnes âgées, elles vont particulièrement bénéficier de cette aide, et donc ça va permettre de réduire les différences liées à l'âge. À l'inverse, pour l'interaction entre le groupe et la tâche, on pense que quand on manipule la tâche, l'idée c'est OK, on va gêner la phonologie dans la tâche distractrice pour espérer que les participants ils switchent vers la sémantique. Donc ça c'est quelque chose qui est plus coûteux, on pense plus volontaire, et donc du coup on pense que les personnes âgées elles arriveront moins bien à faire ça, et donc que ça va augmenter les différences liées à l'âge en mémoire de travail. Et la dernière chose que j'ai à vous raconter avant de vous montrer les résultats, c'est la manière dont on a analysé les données. On a d'abord utilisé une méthode assez classique avec des modèles linéaires, où ce qu'il y a à retenir sur cette méthode, c'est que donc, on étudie les effets de nos différentes variables avec des modèles séparés. Donc on a d'un côté, on va évaluer les effets de nos manipulations expérimentales sur le rappel des items. Et après, on a un autre modèle complètement indépendant. On va étudier les effets de nos manipulations expérimentales sur le rappel des pairs. Et on va quantifier tout ça avec le facteur de Bayes, qui est un peu l'équivalent de la p-valeur en statistique fréquentiste. Mais de manière un peu plus originale et intéressante ici, on a aussi utilisé ce qu'on appelle le Memory Measurement Model. Et en fait, je ne vais pas rentrer ici vraiment dans les détails pour ne pas vous tenir une heure. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que l'avantage de ce modèle, c'est qu'il considère simultanément le rappel des items et des pairs. Et en fait, ça, c'est important parce que clairement, ces deux mesures, elles sont dépendantes. Pour pouvoir rappeler correctement les pairs, il faut bien que je sache déjà les mots qui étaient présents. Et ensuite, si je me rappelle des mots présents, alors je peux rappeler s'ils étaient ensemble ou pas. Et donc ça, ce modèle, il permet de prendre en compte cette dépendance, ce qui est particulièrement intéressant pour nous ici. OK. Donc pour ce qui est des résultats, on a rencontré 44 jeunes adultes et 44 personnes âgées de 65 ans ou plus. Plein de variables égale un grand graphique, mais on va y aller étape par étape. Donc là, sur ce graphique, vous voyez je vous présente. Donc là, c'est d'abord les résultats pour les analyses classiques. Je vais vous présenter uniquement la reconnaissance immédiate des pairs parce qu'on observe exactement les mêmes résultats pour les items. C'est les mêmes conclusions. Donc là, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est le pourcentage de performance correcte, donc le pourcentage de pairs qui a été correctement retenu. En fonction, donc, jeunes adultes à gauche et personnes âgées à droite. En bleu, vous avez les mots abstraits, en rose, les mots concrets. Et après, en bas, on a aussi la nature de la tâche. Donc, si on commence par l'effet du groupe, ici, j'ai moyenné tous les points pour les jeunes adultes et tous les points pour les personnes âgées pour que ce soit un peu plus visuel. Et on voit que de manière très classique, on observe des meilleures performances pour les jeunes adultes que pour les personnes âgées.
Après, pour l'effet de la concrétude, on observe effectivement qu'on a des meilleures performances pour les paires de mots concrètes que abstraites. Ça, c'était très attendu et pour l'instant, ça n'a rien de très nouveau. De manière un peu plus intéressante, pour la nature de la tâche, comme ce qu'on avait prédit, on observe effectivement des meilleures performances dans la tâche phonologique, où on pense que les participants ils switchent vers la sémantique, et des moins bonnes performances dans la tâche sémantique, où on pense que les participants ils switchent vers la phonologie pour retenir les mots. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que notre manipulation a l'air de marcher. Et ensuite, donc pour les effets de concrétude, pour rappel, pour l'effet d'interaction, pour l'effet d'interaction entre la concrétude et la nature de la tâche, on s'attendait à avoir un plus grand effet de concrétude pour la tâche phonologique que pour la tâche sémantique. Et effectivement, donc là, je vous représente l'interaction G moyennée pour jeunes adultes et personnes âgées, vu qu'ici, on s'intéresse juste à l'interaction entre concrétude et tâche. Et effectivement, on observe que la différence entre les mots concrets et abstraits, donc entre le bleu et le rose, c'est effectivement plus grand pour la tâche phonologique, où on pense que les participants ils utilisent la sémantique, et que cette différence, elle est moins importante dans la tâche sémantique, où on pense que les participants ils utilisent la phonologie pour retenir les mots. Donc ça va en faveur de notre hypothèse. Ensuite, pour ce qui est de l'interaction avec le groupe de participants, pour rappel, on s'attendait à ce que la concrétude elle permette de diminuer les différences liées à l'âge. Et effectivement, c'est ce qu'on va observer. Ici, il faut regarder la force de la pente. Donc, on s'attendait et on voit que la différence entre jeunes adultes et personnes âgées est moins importante pour les mots concrets. En rose, la pente est moins forte. Et par contre, cette différence est plus importante entre jeunes adultes et personnes âgées pour les mots abstraits. Donc, autrement dit, ici, effectivement, les personnes âgées, ils ont réussi à réduire un peu leur déficit en mémoire de travail quand les représentations sémantiques elles étaient très disponibles pour les mots concrets. Et enfin, le dernier aspect, c'est pour l'interaction entre la concrétude et la tâche. Là, on s'attendait à ce que ça augmente les différences liées à l'âge. Et là, ici, pour ces analyses classiques, ce n'est pas ce qu'on observe. Là, vous voyez que les droites, elles sont quasiment parallèles. Donc, en fait, la différence entre jeunes adultes et personnes âgées, elle est similaire, quelle que soit la nature de la tâche. Autrement dit, la tâche phonologique, elle est bénéfique pour le rappel en mémoire de travail, mais de la même manière pour les personnes âgées et pour les jeunes adultes. Donc voilà pour tous les résultats. Ensuite, je vous ai expliqué que donc, ces analyses classiques, elles mesuraient de manière indépendante, elles ne prenaient pas en compte la dépendance entre nos deux mesures, contrairement au Memory Measurement Model. Et donc là, je vous montre les résultats que ce modèle a donné. Ce graphique, ça se lit globalement. Tant qu'on a les lignes qui restent dans la zone verte, on a un effet. Dès que ça tombe dans la partie rouge, on n'a plus d'effet. Globalement, ici, on observe exactement le même pattern de résultats que ce que je vous ai montré dans les analyses classiques, à deux différences près que je vous montre tout de suite. Ce modèle qui considère de manière simultanément les paires et les items, il montre qu'en fait tous nos effets expérimentaux s'est retrouvé sur le rappel des paires, mais pas des items. Donc quand on prend en compte les deux mesures d'un coup, en fait, tout ce qu'on a manipulé, ça va vraiment influencer le rappel des liens entre les informations et beaucoup moins le rappel de l'identité des items en soi. Comme ça, tout ça, ça paraît un peu magique, mais si vous voulez, je pourrais y revenir après de pourquoi on observe ces différences. Et la deuxième différence qu'on observe, c'est qu'on n'avait pas l'effet d'interaction entre la population et la tâche. Donc, c'est-à-dire que la nature de la tâche, elle n'augmentait pas les différences liées à l'âge. Et en fait, quand on utilise ces deux mesures de manière... quand on considère les deux mesures, l'effet d'interaction ressort. Pareil, je pourrais vous montrer pourquoi. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Pas pour les personnes âgées, du coup. C'est l'inverse. Donc voilà, l'objectif de cette étude, c'était de vérifier l'hypothèse suggérant que les connaissances sémantiques, elles peuvent réduire le déclin lié à l'âge uniquement si elles peuvent être mobilisées de manière peu coûteuse cognitivement. Et donc ici, on a observé des résultats plutôt en faveur de nos hypothèses, avec effectivement, quand on manipule la concrétude, ça réduit les différences liées à l'âge, alors que quand on manipule indirectement l'accès à la sémantique via la nature de la tâche, soit ça ne permettait de ne pas réduire les effets de l'âge selon les analyses classiques, soit même de les augmenter selon le Memory Measurement Model. Donc en fait, s'il y a une chose à retenir ici, c'est qu'il semble que l'accessibilité aux connaissances sémantiques, ça constitue vraiment un facteur très important pour moduler l'évolution des capacités en mémoire de travail.
Et la dernière chose dont j'ai à vous parler, c'est que donc, je vous ai dit qu'on avait observé ces effets surtout sur le rappel des liens entre les informations, des paires, et moins sur les items. Et en fait, en mémoire de travail, mais plus généralement dans le domaine de la mémoire, on distingue vraiment cette notion de rappeler l'identité ou de rappeler le lien entre les informations. Rappeler l'identité, ça va des informations, ça va tout simplement dire ok, quel mot était présent, quelle forme était présente, est-ce que j'ai vu ce mot ou pas, cette forme ou pas. Alors que le lien, c'est les associations entre les éléments. Donc, par exemple, je sais que j'ai vu ce sapin, mais de quelle couleur Donc, c'est vraiment les paires, c'est le lien entre les informations. Et en mémoire à long terme, on va appeler ça la mémoire associative. Et on voit souvent que les personnes âgées, elles ont des difficultés qui sont vraiment majorées en mémoire associative. Et donc là, dans le domaine de la mémoire de travail, on observe ici des résultats cohérents avec également un plus grand déficit pour la mémoire des liens entre les items, et donc que la sémantique, elle agit spécialement sur ce rappel des liens et pas de l'identité. Et donc pour finir, je remercie Benoît Lemaire et Sophie Portra, mes encadrants de thèse. Je remercie aussi particulièrement Aléonore Faucheron, qui est une étudiante en M2 psycho, avec qui on a vraiment fait cette étude en collaboration. Et bien sûr, tous les participants qui ont accepté de faire cette tâche difficile. Merci. Des questions ? Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question sur l'idée de mémoire associative. Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire avec l'idée de recollection vs familiarité qu'il y a dans les modèles de mémoire ? Recollection vs familiarité. Alors, oui, là, on peut clairement faire un parallèle parce que dans notre tâche, quand on va avoir la reconnaissance, quand on est face à cette roue, on va devoir reconnaître les mots, c'est-à-dire que j'ai 12 mots, et à chaque fois, pour chaque mot, je peux dire déjà vu ou pas déjà vu, donc ça va être plutôt une sensation de familiarité. Alors que pour les liens, il y a tellement de liens que je ne peux pas dire, je n'ai pas le calcul en tête, mais pour les 12 mots, il y a un nombre de liens possibles énorme, donc là, il va falloir que ça ne peut pas de la familiarité, que j'applique le processus de recollection pour retrouver les liens. Donc oui, on peut clairement faire un parallèle. Et du coup, est-ce qu'au niveau théorique, ça voudrait dire qu'il y a un déficit sur la capacité, du coup, donc mémoire associative, mais qu'il n'y a pas de déficit sur des mécanismes plus liés à la familiarité ? Oui, c'est clairement le parallèle, il peut clairement être fait là, que comme en mémoire à long terme, on observe que en fait, la recollection, c'est plus dur que la familiarité, et l'âge, ça impacte plus la recollection que la familiarité. Oui. Ok, merci. Merci à toi. Ça marche, oui. Merci beaucoup Inès. Moi j'avais une petite question sur tes items que tu as utilisés pour ta tâche phono. Là, tu as présenté un truc où il faut reconnaître le son « que ». Et du coup, tu as utilisé que des phonèmes ambigus qui peuvent s'écrire de plusieurs manières ou pas ? Parce que parfois, tu peux juste... En fait, si c'est un phonème pas ambigu comme « L », ouais, tu l'écris que d'une manière, ouais, et donc tu n'as pas besoin vraiment, ouais, de faire appel à ta conscience phono. Mais... Du coup, on a tout le temps utilisé le son « que » dans tous les essais. Et par contre, effectivement, c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que c'était, je crois, un des phonèmes, en tout cas, qui s'écrit de manière... il y a beaucoup de formes différentes. Ouais. Et justement, l'idée, c'était que les participants ne puissent pas s'appuyer juste sur la forme visuelle. Parce que sinon, dès que je vois un C, si je réponds oui, en fait, là, ça n'utilise ni sémantique, ni phono. C'est pour ça. Ouais. Et là, on se disait qu'avec ce phonème, ils seraient obligés de vraiment prononcer dans leur tête, ouais, pour savoir si c'est que ou pas. Okay. À quelques exceptions près. Par exemple, quand je vois un K, ouais, je pense que c'est tout le temps que... mais malgré tout, on a essayé de limiter au plus possible ces cas-là pour qu'il y ait tout le temps de l'ambiguïté. Et tu as un peu contrôlé si le phonème était au début, à la fin ou au milieu, ou pas forcément ? Ah non, ça par contre, pas du tout.
mais je pourrais regarder. Je pense qu'il y a un truc là. Ouais, mais oui, carrément, oui, parce que si je m'arrête dès la première syllabe, j'ai déjà répondu oui. Par contre, si je réponds, le temps de présentation des verbes, il s'adapte à la vitesse de réponse du participant. Donc, si le participant il répond très vite, bah tant pis pour lui, il aura l'autre verbe plus vite. Il n'aura pas plus de temps. Donc peut-être que ça peut un peu limiter si j'ai un biais en début ou à la fin, mais je pourrais regarder quand même. Et dernière question pour tes participants. Du coup, j'imagine que tu n'as pas pris des enfants, des personnes dyslexiques ou avec un trouble du langage. Je ne sais pas si tu as regardé. Non, en fait, on n'a pas vérifié. On a pris chez les études, enfin, du coup, les jeunes adultes, c'est des étudiants. Et non, là, on a pris tout venant. Avec, malgré tout, l'idée que ce qui nous intéresse surtout, c'est ces différences. Oui, évidemment. Ouais, c'est vrai. En fait. Merci. Très intéressant. J'ai une petite question qui rejoint, du coup, la question de Lucie. Est-ce que les tâches en termes de difficulté, elles se valent? Est-ce que vous avez posé la question aux participants? Oui. On a effectivement eu le souci dès le début, parce que est-ce que sauter implique un mouvement du corps? Facile. Est-ce que parler implique un mouvement du corps? Ok, peut-être. Est-ce que réfléchir implique un mouvement du corps? Bah, les étudiants psycho, oui, mes neurones, ils bougent. Les personnes âgées, bah non, quand je réfléchis, je ne bouge pas. Donc effectivement, il pouvait y avoir cette ambiguïté de réponse dans la tâche sémantique qu'il n'y a pas sur la tâche phonologique, ou est-ce qu'il y a le son que, bah, dès que je le lis, c'est oui ou non. Et pour limiter ça, en fait, on a fait un pré-test, donc en ligne sur entre 150 et 200 participants, où là, c'était seulement la tâche sémantique, où ils voyaient plein de verbes et ils devaient juger est-ce que ça implique un mouvement du corps, oui ou non. Et comme ça, pour cette étude, on a conservé seulement les verbes avec le moins d'ambiguïté, c'est-à-dire où tous les participants étaient globalement d'accord à dire oui, ça implique un mouvement du corps, ou non, ça n'implique pas. Donc, qui permettait de compenser un peu cette difficulté. Et malgré tout, on ne peut pas complètement exclure que c'est plus dur d'émettre un jugement sémantique que phonologique. Par contre, un des indices qui nous dit que ça ne peut pas expliquer l'entièreté de nos résultats, c'est qu'en fait, la littérature, elle montre que l'effet de concrétude, il est plus important quand c'est une tâche plus difficile. Et donc là, notre tâche qui est susceptible d'être le plus difficile, c'est la tâche sémantique. Et c'est dans cette condition-là qu'on voit que l'effet de concrétude est le plus faible. Donc, je ne peux pas exclure qu'il y a une différence de difficulté malgré le contrôle. Par contre, on peut être sûr que ça ne peut pas expliquer tous nos résultats. Ok, merci. De rien. Merci Inès beaucoup pour ta présentation très intéressante. J'avais juste une petite question par rapport aux méthodos. Du coup, vous avez utilisé des paires de mots. Est-ce qu'ils étaient sémantiquement reliés ou non reliés? Et si jamais ils étaient reliés ou non reliés, à quel résultat tu t'attendrais par rapport à la différence, par exemple, entre les personnes âgées et les jeunes? Du coup, on a contrôlé à ce que ce soit non relié. Donc, on a contrôlé la fréquence d'apparition simultanée pour avoir des valeurs très proches, donc il n'y avait pas d'association sémantique très forte entre les mots. Et on a aussi vérifié un peu sur les mêmes aspects qu'ils soient non reliés phonologiquement, enfin autant sémantiquement que phonologiquement du coup. Et parce que sinon ça nous aurait induit du coup une troisième manipulation de l'accès à la sémantique au niveau des paires. Et par contre, effectivement, ça pourrait être intéressant, je pense, de le regarder avec l'idée que je pense que si on crée des paires qui sont sémantiquement reliées, ça s'apparenterait plutôt à la manipulation, je pense, de la concrétude, où j'aurais du coup un accès automatique à du sémantique. Du coup, pour le coup, cette fois, ce qui serait intéressant, parce que ce serait là, j'agirais sur l'accessibilité aux représentations sémantiques, sur le lien, et plus sur l'identité de l'item. Donc ça pourrait être une étape pour aller plus loin qui serait carrément intéressante, et je pense qu'il devrait aider du coup les personnes âgées. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta présentation. Je me demandais, tu l'as peut-être déjà dit, donc je m'excuse si c'est le cas, mais est-ce que tu as contrôlé pour la performance à la tâche distractrice? Parce que j'imagine que si je suis un participant et je me dis je vais être plus malin que l'expérimentateur, je vais appuyer au hasard quand c'est les verbes et je vais me concentrer vraiment que sur les paires pour performer. Du coup, ça pourrait
être un contrôle nécessaire? Oui, je ne l'avais pas dit. Et oui, effectivement, effectivement on contrôle ou on prend les essais avec uniquement au moins 70% de bonnes réponses au niveau de l'essai. Et après, si j'ai un participant qui a trop d'essais exclus ou du coup, j'ai plus assez de données pour que ce soit fiable, on exclut tout le participant. Okay. Et pourquoi 70% du coup? Parce que du coup, on a pris même 66% là, parce que c'est 2 tiers. À chaque fois, en gros, dans un essai, il y a 9 verbes, donc il faut que ce soit 2 tiers. Et c'est un peu ce qui est fait habituellement dans les tâches d'emploi complexe. Et j'avoue que je n'ai pas plus de justification méthodo que les autres, ils font ça. Merci. Bonjour, merci pour ta présentation. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu as pu faire des analyses intergroupes par rapport à la profession, au genre? Est-ce que même dans le groupe des personnes âgées, tu avais des différences selon leur profession antérieure, ou le fait que ce soit un homme, une femme, pareil pour les étudiants? Et si oui, qu'est-ce que ça a donné? Du coup, je ne l'ai pas fait. Au niveau du genre, on pourrait, quoi qu'il arrive... On ne peut pas le faire parce qu'on a quelque chose comme 80% ou 90% de femmes. Donc, du coup, en fait, sur 45 participants, en plus, ça nous laisse vraiment un nombre d'hommes très, très petit. Et pareil, ça, c'est un des biais que, là, au niveau des personnes âgées, on a des personnes âgées qui viennent de seniors pour la science. Donc, c'est des personnes qui, des fois, font 8 études dans l'année au LPNC, donc et qui, avant, étaient chercheurs en physique à côté. Donc, on a des niveaux d'études qui sont très, très hauts. Et on a les étudiants, ils sont tous à la fac. Donc, en fait, là, on n'a que des participants qui ont des niveaux d'études très, très hauts. Et donc, ça, la généralisation à l'échelle de vraiment toute la population, je pense qu'elle peut être discutable et qu'elle mériterait d'aller être investiguée. Ici, avec cet échantillon, je ne pourrais pas le faire parce que je n'aurais pas assez de variabilité. Mais par contre, c'est clair que ça ne peut pas être entièrement généralisé à tout. Ou en tout cas, il faudrait vérifier si ça peut être généralisé, carrément. Merci. Merci Inès pour ta présentation, c'était très clair. J'ai quand même 2 petits points de détail. Tu présentes les mots en anglais, mais là, je pense que la tâche a été faite en français, non? Oui, c'est ça? Oui. Ce que tu appelles item, c'est justement la tâche autre que celle de rappeler la paire, c'est ça? Tu dis il y a paire et item. Donc, oui, c'est ça. C'est le fait de reconnaître l'identité. Ok, ça marche. Donc j'ai bien compris. Et troisième point, est-ce que tu peux nous préciser, enfin nous donner quelques indications sur justement cette méthode d'analyse là nouvelle, et est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots en quoi ça consiste? Oui. Ouais. Merci. Merci. Je peux vous montrer ça là, si ça marche. Pardon, hop là, c'est ça qui nous intéresse. Donc, comme je vous le disais, là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que classique, ça prend de manière indépendante item et pair, et le Memory Measurement Model, ça prend de manière dépendante. Et en fait, qu'est-ce qui fait ce modèle? Les mesures qu'on va prendre, ça va être des mesures de fréquence des 3 types de réponses qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir une réponse de type qu'on va appeler correct, donc c'est le bon item dans la bonne paire. On va avoir des réponses de type autre, donc c'est un item que oui j'ai vu mais que j'ai mal relié. Et on va avoir un item nouveau, donc là c'est quand je sélectionne les leurs. Et en fait ce modèle il considère qu'au moment de la récupération, quand je suis face à ma roue, tous les items que je vois, ils ont un niveau d'activation donné. Donc tous les items, ils ont un niveau d'activation de base qu'on va appeler B. Mais en plus de ça, les items que j'ai déjà vus avant, ils vont avoir une autre activation qu'on va appeler A. Et quand je suis en train de reconstituer une paire, seulement l'item effectivement relié à la paire, il va avoir encore une activation en plus, C. Et en fait, l'objectif de ce modèle, ça va être d'évaluer la variation de ces valeurs B, A et C en fonction de mes conditions expérimentales. Et donc, si mon effet de concrétude, par exemple, il a un effet surtout sur les liens, eh ben, c'est la valeur de C qui va évoluer entre les mots concrets et abstraits, et par contre, pas la valeur de A. Et donc là, c'est ce qu'on observe. Est-ce que c'est plus clair? Enfin, c'est moins flou? Ok.
Merci Inès, c'est très cool tout ce que tu as. Par rapport à ces analyses de données, est-ce que ça se ressemble ou pas du tout, enfin c'est une question très naïve, à une MANOVA, par exemple, où tu inclus plusieurs variables dépendantes dans ton modèle? Est-ce que c'est à peu près ça ou pas du tout? Alors je maîtrise pas bien les MANOVA, mais je crois que ça part pas, c'est pas le même principe de calcul derrière, parce que du coup là on se base, c'est des modèles bayésiens hiérarchiques, et donc l'objectif, ça va vraiment être d'évaluer cette distribution de probabilité. Donc voilà, je sais que c'est pas le même principe. Après, j'ai du mal à expliquer vraiment les maths derrière, mais là, l'idée, ça va être plus de, à partir des données que j'observe, je vais essayer d'estimer ces variations de B, A et C, et donc je crois que c'est vraiment pas les mêmes maths derrière, quoi. Ok. Et la deuxième question, c'est un peu plus de clarification, parce qu'ils ont fait 2 tâches de récupération. Un de rappel, c'est ça? Une de reconnaissance, et l'autre c'était de rappel. C'est ça? À quel moment de l'essai? Enfin, il y avait une reconnaissance à la fin de l'essai et ensuite à la fin de toute la tâche. Alors, donc là, quand on parlait de la différence entre recollection et familiarité, c'est ça? En fait, non, il n'y a qu'une seule tâche de rappel, c'est cette roue qui voit. Okay. Et ça, c'est à la fin de chaque essai, il n'y a que ça. Simplement, quand je suis face à la roue, vu que j'ai 12 items, reconnaître l'item, c'est de la reconnaissance. Parce que je peux prendre les items un par un et me dire oui, non, oui, non, oui, non. Ce n'est pas limité dans le temps. Alors que par contre, les liens, pour dessiner avec ma souris les liens, ça, en fait, il y a tellement de liens possibles entre les 12 items que c'est à l'échelle du rappel et pas de la reconnaissance. Mais par contre, c'est bien tout en une tâche. C'est juste on peut dissocier en fonction des 2 mesures. Et dernière question, est-ce que ton étude a des possibles débouchés dans la recherche appliquée ou pas du tout? Faisons un magnifique atelier de stimulation cognitive Ensemble, qui se base sur... Non, oui, enfin... Là, une des applications, c'est qu'on voit que le fait de rendre disponibles les connaissances sémantiques, ça aide effectivement les personnes âgées. Donc, 2 perspectives. Soit on se dit, OK, on sait que les rendre de manière très accessible, ça aide automatiquement. Donc, soit on va aider les personnes âgées à beaucoup se reposer sur ces connaissances sémantiques. Ou alors, on peut aussi se dire, OK, elles ont plus de mal à aller chercher les connaissances sémantiques de manière volontaire et coûteuse. Et bien ça, est-ce qu'on ne pourrait pas les entraîner à faire ça, les entraîner à faire des liens entre les informations, etc., pour améliorer leur capacité en mémoire de travail. Après, je ne me prononcerai pas sur les capacités de transfert dans la vie quotidienne. OK. Merci. Est-ce qu'il y a... OK. On a le temps pour une dernière question encore. Merci beaucoup pour ta présentation, c'était extrêmement intéressant. J'ai 2 questions. La première, c'est savoir qu'est-ce qui se cache derrière le modèle mixte bayésien. Est-ce que c'est un Markov chain model ou autre chose? Et la deuxième question, c'est pourquoi appeler ça on est stapsien, désolé. Pourquoi appeler ça des connaissances sémantiques, on va dire, et pas proprioceptives, par exemple, s'il s'agit de mouvements, d'après ce que j'ai compris. Oui. Voilà. Oui. Je vais commencer par la deuxième parce que je la préfère. Du coup, sur les connaissances proprioceptives, effectivement, on m'a dit ça a posteriori, qu'on pourrait se dire que sauter, est-ce que ça implique un mouvement du corps? Je m'imagine en train de le faire, et donc ça peut impliquer aussi la proprioception. Je ne suis pas sûre qu'il faille que ce soit exclusif, c'est-à-dire que sans doute que malgré tout, il faut que je fasse appel à ce que je connais du verbe sauter, parce que sauter, je ne vois pas un bonhomme qui saute. Donc il y a bien, même si j'arrive à la proprioception, je pense qu'il va y avoir un moment où il va falloir traduire ça de ces lettres que je vois à l'écran à ce concept. Donc je pense que c'est pour ça qu'on va appeler sémantique. Par contre, effectivement, on m'a dit que ça se trouve, on pourrait... En fait, le fait de ça fait pas forcément beaucoup appel à l'imagerie mentale. Ça dépend des personnes. Sans doute qu'il y en a qui se disent « Ok, je m'imaginerais en train de le faire » et d'autres non, pas du tout. Et peut-être qu'en trouvant une question qui ferait encore plus appel directement à la sémantique sans passer par ce biais proprioceptif, ça pourrait maximiser nos effets, effectivement. Mais je ne sais pas si tu es d'accord sur le fait que ce n'est pas forcément... Non, bof. Ça dépend comment on se place, mais ok. on pourrait imaginer qu'il y a une activation multimodale de
Ok. Mais du coup, ce qui implique... Du coup, qui... Le mot active de lui-même des sensations. Ok, sans passer par la connaissance. Sémantique, ce qu'on appelle la connaissance sémantique. Ok. Ça, ouais. Si tu fais intervenir à un même moment un autre stimulus, ok. Sonore, par exemple, ouais. puisse interférer. Ok, ouais, carrément. Du coup, il faut que j'aille lire plus parce que oui, effectivement. Et sur le deuxième modèle, effectivement, on utilise des chaînes de Markov. C'est tout, ça suffit. T'as serré au max. Ah ouais, ok. On a pris des priors effectivement on a pris les priors par défaut, mais néanmoins, juste avant, on a fait une étude qui ressemble pas exactement pareil, mais qui ressemble un peu, ce qui nous a permis d'essayer d'adapter nos priors, et on observait les mêmes résultats. Donc là, les résultats que je vous présente, c'est avec les priors par défaut des modèles, quoi, qu'on nous conseille d'utiliser, qui sont du coup assez pas en notre faveur, qui part du principe qu'il n'y a pas de différence, quoi. Ouais, c'est ça. Merci. Merci beaucoup Inès, déjà pour ta présentation, parce que tu as réussi à nous faire croire que c'était simple ce que tu faisais, mais ça a l'air extrêmement compliqué. La semaine dernière, j'étais à une soutenance de M1 de Elise Taggart qui parlait des théories de la cognition faiblement incarnée, ce qui rejoint un petit peu la question de notre collègue Stavsien. Et en fait, je me demandais si cet effet de concrétude, donc eux, ils parlent de l'effet de concrétude, en fait, les mots sont élaborés sur des bases sensorimotrices, et donc c'est ce qui aiderait un petit peu ces capacités de récupération, etc. Est-ce que, si on part du principe que les personnes âgées sont plus sédentaires, on pourrait expliquer un peu cet effet de concrétude en lien avec ces théories de cognition faiblement incarnées? Je dis faiblement incarnées parce que je répète ce que j'ai entendu dans le mémoire, je ne sais pas exactement à quoi ça définit. Et voilà, c'était ça ma question. Et du coup, si on n'observe pas cet effet, est-ce que si on regarde chez les personnes très âgées, encore plus sédentaires, est-ce que tu t'attends à un moindre effet de concrétude du coup? Ok, donc du coup, ça, si je me trompe pas, ce serait donc l'histoire de théorie faiblement incarnée, mais je ne sais pas la différence avec incarnée, mais l'histoire de théorie incarnée, ce serait pour est-ce que ce verbe implique un mouvement du corps? Donc dans ce cas-là, on serait sur l'effet de la tâche. Et effectivement, en fait, là, moi je dis, il y a l'effet de la tâche, ça amplifie les différences liées à l'âge parce que c'est trop difficile d'accéder aux connaissances sémantiques. Mais du coup, en fait, ce qui rejoint carrément là les deux propos, on peut se dire que ça aide moins les personnes âgées parce que du coup, elles ont moins accès à ces aspects de proprioception. Carrément. Des pistes de discussion, ouais. Ouais, carrément. Et bah, merci parce que ces deux aspects, parce que moi, j'avais pas du tout vu cet aspect. Mais ouais. Et je crois que la théorie faiblement incarnée, en fait, c'est la version modérée et moins extrémiste de la cognition incarnée. Merci. Merci beaucoup, Inès.